Sankara était une personne simple qui, qui avait beaucoup de valeurs d'intégrité. C'était quelqu'un qui aimait les autres. Et on l'abordait facilement, que ce soit les femmes, les enfants, les hommes. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Et il travaillait beaucoup. Il aimait le travail bien fait. Il était exigeant avec lui-même. Quelle est donc l'image que vous gardez de votre époux, vous, qui l'avez connu mieux que personne? C'était une personne bien. Une personne bien. Qu'on ne regrette pas d'avoir connue. Il était particulier, hein? Là, c'est... Sa particularité, oui. on peut dire, ça tient au fait qu'il avait des principes. Voilà. Des principes très forts. Oui. Il avait un caractère très fort. Ouais. Et ces principes-là que tout le monde connaît, l'honnêteté, la droiture, et ça c'était son caractère. On est bien content, en tout cas, de ça. On se réjouit beaucoup. C'était une façon de vivre qu'il nous a inculqué. Et aujourd'hui, on ne se reproche de rien. Et on sait que ce que chacun a obtenu, c'est par la sueur de son front. On a parlé du Che Guevara. Et j'ai dit, mais écoutez, le 8 octobre prochain, c'est le 20e anniversaire de l'assassinat de Che Guevara. Et presque toute la nuit, on discutait du Che et de la manifestation de souvenirs. Et tout à coup, ça je me souviens, comme si c'était hier, il me regardait et me dit, il est mort à 39 ans. Est-ce que moi, comme le Che, est-ce que j'arriverai à 39 ans? Et puis, la conversation a repris. Une sorte de prémonition de la mort. Il n'est pas arrivé à 39 ans. Thomas savait très bien qu'il devait mourir. Et je pense qu'il a accepté le suicide parce que quelque part aussi, ça fait une grandeur. Et une fois encore, je viens pour dire que c'est un grand homme. Ceux qui sont contre lui, ils peuvent au moins accepter ça. Parce que un homme qui accepte de mourir pour être plus grand, alors là, ça, il faut reconnaître en cette personne-là comme une vraie. Il n'est plus nécessaire de rappeler à quel point Thomas Sankara est une figure exceptionnelle. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à la visionner d'abord avant de profiter pleinement de celle-ci. Dans la première partie, nous avons retracé le parcours de Thomas Sankara, exploré sa vision politique et ses réalisations à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, puis analysé pourquoi il est devenu gênant pour certains et pour qui. Nous avons aussi détaillé le plan qui a été mis en place pour son assassinat et les personnes impliquées. Dans cette dernière partie, nous revenons en détail sur le déroulement de l'assassinat du meilleur guide burkinabé de tous les temps. L'assassinat de Thomas Sankara, c'est maintenant. À la fin de l'année 87, Thomas Sankara se sent de plus en plus isolé, tant sur le plan national que continental. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Ouais. De plus, c'est un proche du président lui conseille de renforcer sa sécurité, craignant un coup d'État imminent orchestré par Blaise Compaoré, son meilleur ami et numéro 2 du régime. Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas la permission là, justement, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré. Parce qu'il est en train de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non. L'amitié ne se trahit pas. J'ai dit mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir. Depuis son rapprochement avec le leader ivoirien, Blaise a cessé de lui adresser la parole. Pourtant, malgré ses avertissements, Sankara répond que si Blaise souhaite le tuer,
son plan sera inévitablement couronné de succès. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous, vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse reparler. Non. Thomas ne le sait peut-être pas, mais cette déclaration ou confession va rassurer les commanditaires et les exécutants de son meurtre à venir. Le jeudi 15 octobre, jour de sport de masse, après une courte sieste, le président Sankara doit se rendre à la maison du Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente est une organisation de pays à but non politique réel, créée à l'initiative de Houphouët-Boigny pour contrer la Fédération du Mali de Modibo Keïta. Le Conseil de l'Entente de Ouagadougou a été construit sous la présidence de Maurice Yameyogo et chaque pays membre possède un plan détaillé du site. Le capitaine a prévu faire du sport après cette réunion. Il n'est alors accompagné que de quelques gardes du corps. Ils ne sont que 4. Le président est en tenue de sport, il n'est muni que d'un revolver automatique. Dans le complexe du conseil, aussitôt que la réunion commence, ils sont interrompus par un bruit de voiture qui se rapproche. Sankara n'a pas le temps de traiter l'information que les bruits de Kalachnikov éclatent dans la cour. Ses gardes viennent de se faire assassiner. À l'intérieur de la salle du conseil, les autres membres présents aux côtés du président ne sont pas armés. Ils se cachent sous la table. Tandis que Sankara, seul à porter une arme, leur dit « C'est moi qu'ils veulent, restez cachés ». À peine a-t-il franchi la porte qu'il se retrouve face à des militaires qu'il connaît bien. Ce sont des hommes de la garde rapprochée du numéro 2 du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Avant même qu'il n'ait le temps de dire un mot, l'un d'eux ouvre le feu. Sankara s'effondre, mort sur le coup. Alouna Traoré, seul survivant de ce massacre, témoigne. Revenir en ces lieux, ça soulève en moi des vagues émotionnelles. Je ne suis pas insensible à ces endroits-là. C'est difficile d'être en ces lieux. Ça me rappelle le souvenir de mes camarades et de mes amis. Nous venions normalement au travail à une rencontre. À l'époque, pour situer un peu le contexte, le 14 octobre 1987, je m'étais rendu à Cotonou pour avoir la littérature, comment eux ils ont fait pour créer leur parti, s'en inspirer pour créer un parti d'avant-garde au Burkina. Donc le mercredi, moi j'ai voyagé et le jeudi, nous avions réunion en ces lieux-là au conseil autour de 16 h. Donc nous sommes venus naturellement à notre rencontre et la dernière personne, maître de cérémonie, c'était le président Feu Thomas Sankara qui arrivait à la dernière minute et à peine est-il arrivé, la réunion devait commencer. Et c'est moi qui avais voyagé, je devais faire un compte rendu de ma mission. À peine j'ai commencé, j'ai quitté Ouaga à temps et voilà des crépitements comme la pluie et puis c'est parti. Le PF dans un sursaut s'est levé, a tiré son survêtement vers le bas et il est sorti de ces lieux-là, les mains en l'air. La précision est nécessaire et d'importance. Il est sorti les mains en l'air, comme on l'a vu de coutume dans les films western, et il a été cueilli à froid. Nous étions 7 en réunion, y compris le PF lui-même et moi, et les autres. Moi, j'étais pratiquement le dernier à sortir. Donc la cause peut-être était déjà entendue. Ceux qui venaient avaient fini d'accomplir leur mission. Et moi, je me suis mis avec mes camarades qui avaient déjà reçu des balles. Moi, je n'en ai rien reçu. Et quelque temps après, un des assaillants, ceux qui nous ont tiré dessus, a appelé un autre du groupe, dit il y a un dans le groupe là qui n'a pas été touché, il faut le conduire de l'autre côté. Voilà. Donc moi j'étais surpris, je me suis levé
Et j'ai suivi cet élément-là. Aux encablures là-bas, là, j'ai demandé à uriner. Donc j'ai vidé mon corps. Pour moi, je pensais que quelque temps après, c'était mon heure aussi. Cette heure-là n'est toujours pas arrivée. Après le forfait, les militaires emportent les corps et les enterrent à la hâte quelque part à Ouagadougou, loin des regards indiscrets dans ce qui peut être décrit comme de misérables fosses communes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, 3 jours plus tard, Blaise Compaoré s'exprime face à une journaliste française. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. Ouais, c'est dommage.